Bonjour à tous. Je trouvais intéressant, on a travaillé ce titre en plus, François, ensemble. Je trouvais intéressant qu'on rentre par ce biais-là, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tous les jours, il y a un article de presse sur l'intelligence artificielle, sur comment ça va transformer notre monde, nos organisations, notre business, etc. Et puis, il y a une petite voix qui ronronne autour de ça, qui est l'intelligence collective, dont on commence aussi à parler beaucoup. Je suis arrivé pour le début d'après-midi, donc j'ai entendu les premières interventions, où j'ai entendu beaucoup parler d'intelligence collective déjà, de co-création, de nouvelles formes de management, etc. Et cette intelligence collective, finalement, elle vient nourrir tous ces nouveaux modes de collaboration qu'on doit mettre en scène dans les entreprises, dans les associations, dès qu'on a besoin de prendre un certain nombre de décisions et de faire évoluer des sujets. Alors quand on fait de la création et des contenus comme vous, qui plus est pour l'affichage urbain, on va montrer des exemples de cette intelligence collective. C'est pas forcément si neuf que ça, l'intelligence collective. Non, c'est pas si neuf que ça. Alors c'est là que je dois prendre ce petit truc, normalement. C'est pas si neuf que ça. Et en fait, moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis un an à peu près. L'évolution majeure de mon métier, c'est que, étant directeur de la création, je suis passé de la création à la co-création. C'est ça l'évolution majeure de mon métier sur l'année qui vient, qui vient de s'écouler, pardon. Et puis, en fait, en creusant un peu ce sujet, en commençant à me former sur le sujet il y a un an et demi, je me suis aperçu que des cas d'intelligence collective, il y en avait plein. Je vous laisse écouter ces quelques mots. Ah, normalement, il y a du son. Ils parlent anglais. Hein, ils parlent anglais, et à un moment, ils disent « We've got a problem ». « We've got a problem », vous connaissez cette phrase. C'est ce que les astronautes de la capsule Apollo ont dit à leurs équipes à Terre quand ils ont un réservoir d'oxygène qui a explosé au sein de la capsule et qui se sont retrouvés en perdition dans l'espace. Ils n'avaient plus que quelques heures d'oxygène devant eux. Pas de solution de rechange, si ce n'est de se mettre en sécurité dans une capsule de secours, mais qui ne permettait pas malgré tout de les sauver. Et donc ils ont fait appel à leurs équipes à terre, des équipes d'ingénieurs, qui se sont mobilisées, qui se sont organisées en changeant de leur organisation habituelle, qui ont mis leur ego de côté. Vous verrez que c'est un truc sur lequel je reviendrai souvent, l'ego de chacun par rapport à un objectif qu'on va se fixer. Et en un temps record, ils ont réussi à inventer un filtre que les astronautes dans la capsule étaient capables de reproduire et de substituer au filtre en place et donc de rentrer sur Terre. Donc c'est un premier exemple d'intelligence collective qui date de 1970. Je pense qu'eux, ils ont parlé de bon sens, ils ont été bienveillants vis-à-vis de leurs collègues dans l'espace et qu'ils n'avaient qu'un seul objectif qui était de les rapatrier. Autre exemple, c'est Harley-Davidson en 1983. La marque est au bord de la faillite. Et ils doivent se réinventer pour continuer d'exister. Et là, en fait, ils mettent en place un système de collaboration, à la fois entre les collaborateurs, mais aussi en impliquant la poignée de fans qui est déjà propriétaire et qui s'intéresse à la marque. Et c'est à eux qu'ils demandent finalement de trouver des solutions. De quels produits vous avez envie, quelles évolutions majeures vous souhaiteriez, comment vous souhaiteriez que votre produit évolue, etc. Et c'est dans ces ateliers d'innovation, finalement, que sont venus un peu l'ADN de cette marque, qui est que finalement, aujourd'hui, quand vous achetez une Harley-Davidson, vous n'achetez pas la même que votre voisin, puisque Jean nous parlait l'autre jour de l'hyper-customisation sur l'univers automobile. C'est quelque chose qu'Harley-Davidson a inventé il y a longtemps et qui l'a sauvé. Autre sujet plus près de nous, Facebook. Facebook est né en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous êtes inscrit sur Facebook, il n'y avait pas le bouton like en fait. Et donc ça générait finalement beaucoup de curiosité au début, mais assez peu d'engagement. Le sujet était comment on fait revenir les gens. Une fois qu'on les a fait venir une fois, comment on les fait revenir. Ils ont organisé un hackathon interne. Je ne sais pas si vous faites des hackathons, si vous avez déjà eu l'occasion, mais en gros, on met tout le monde à brainstormer dans une salle en organisant et en faisant de la création dirigée. Et puis, de cette journée ou de ces sessions de hackathon, sont nés le bouton like. Et aujourd'hui, on like tous, enfin, on like tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait le succès de Facebook. Toujours un petit peu plus près de nous, une autre forme de co-création avec des marques plus françaises, EDF,
qui, en 2016, crée une plateforme de crowdsourcing, qui est aussi un moyen de faire de l'intelligence collective. On n'est pas obligé de rassembler des gens dans une salle physiquement. On peut le faire via ces plateformes. Et donc là, ils ont interrogé leurs clients, essentiellement leurs clients, mais ils ont fait des appels à projets, des appels à souscription, des contributions de clients, de participants, de créatifs, de qui peut participer. Et un des premiers bénéfices de cette organisation en crowdsourcing, c'est d'avoir fait évoluer finalement le site EDF et moi, où il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas forcément très user-friendly. Et c'est des recommandations d'utilisateurs qui ont fait évoluer ce service. Damien, si on regarde notre assemblée, il y a peut-être certes des gens qui vont dans l'espace, qui roulent en Davidson, qui ont un compte Facebook, ça c'est plus courant. Mais comment est-ce qu'on peut tous appliquer dans nos entreprises, peut-être un peu plus petites qu'EDF, des principes d'intelligence collective ? Alors, on va y venir un peu plus dans le détail après, mais vous allez voir qu'effectivement, c'est une manière de changer la manière de penser, la manière de réfléchir, la manière d'interagir avec les gens. Alors, il y a ce genre d'initiatives, les labs, dont on a vu, il y en a un chez nos amis de Google où on est aujourd'hui. Il y en a un petit peu partout, j'en ai cité quelques-uns. On a une initiative de ce genre chez JCDecaux qui s'appelle La Rue. L'idée, c'est de créer des lieux, finalement, où on va favoriser la créativité, où on va favoriser les rencontres, où on va favoriser les échanges. Alors, on peut passer par des lieux, c'est une réponse, mais le premier élément de réponse, c'est surtout de se dire comment on va mieux travailler ensemble en donnant du sens à chacune des réunions qu'on va faire, à chacun des projets qu'on va mener. Et pour ça, il y a un certain nombre d'outils ou d'approches que je vais détailler ensuite. Tout simplement parce que j'enfonce une porte ouverte, mais évidemment, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et même si on est un peu tous des natures individualistes, même s'il faut forcer le trait pour aller vers le groupe et pour aller vers l'intelligence collective, moi je suis convaincu que c'est une des clés du succès de demain pour redonner du sens sur un certain nombre d'actions qu'on a à mener dans les entreprises. Et encore plus, je parlerai un petit peu de la dimension RH tout à l'heure, mais encore plus si on veut attirer des nouveaux talents qui ont moins de 25 ans et qui pensent autrement qu'une majorité de gens qui sont dans cette salle, issus d'une autre génération. Je vous ai préparé un petit film parce que l'intelligence collective, alors j'espère qu'il va mieux marcher que l'autre, c'est finalement un courant de pensée. C'est presque une science, c'est en train de devenir une science avec ces espèces de gourous, avec en tout cas des spécialistes et des experts qu'on appelle souvent des coachs, des facilitateurs graphiques. Tout ça sont des gens qui vont créer la condition de la réussite d'un projet. Alors ça ne va pas être juste de la bonne volonté pour faire aboutir ce projet, c'est de créer le collectif, c'est des manières de travailler, c'est des manières de s'exprimer, c'est des manières de s'écouter, parce qu'on s'écoute pas toujours dans les entreprises. On parle beaucoup, mais on ne s'écoute pas toujours. C'est une manière d'être bienveillant également avec les autres, pas simplement pour être juste gentil, hein, c'est simplement pour avancer vers un projet commun. C'est de lâcher prise aussi, de se faire confiance aux autres et de lâcher prise. Et puis, un seul objectif, encore une fois, mettre les égos de côté, faire réussir le collectif. Et puis, célébrer les succès, vous verrez que c'est un point important. Parce que souvent, on est dans une frénésie de projet, une frénésie d'action qui fait qu'on oublie de fêter les succès, même aussi petits soient-ils. Quelle que soit la nature du projet, il faut célébrer ces succès. Ça ne veut pas dire ouvrir 25 bouteilles de champagne à chaque fois. Hein. C'est juste un moment, prendre le temps de se dire « Ok, là, par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, on y est arrivé. On peut s'arrêter avant. » Et tout ça pour donner du sens, effectivement, à l'action. Je vous passe la citation de Pierre Lévy, qui est un des penseurs de cette nouvelle science. Effectivement, c'est de coordonner les intelligences de chacun en temps réel, de mobiliser les compétences pour un projet commun et puis de mettre de côté les égos. L'ego, c'est effectivement, vous voyez, le truc le plus lourd à traîner derrière chacun, qui bloque un peu les dynamiques de projet, parce que derrière ça, il y a de la politique, parce que derrière ça, il y a la volonté de se placer, enfin, tout ça, vous connaissez par cœur. Et c'est le premier truc qu'il faut réussir à lâcher dès qu'on parle d'intelligence collective, c'est qu'on a un seul objectif, c'est la réussite du projet. Réussite du projet qui va entraîner la réussite de l'entreprise, et puis ensuite la réussite individuelle. Alors justement, racontez-nous comment vous, personnellement, chez JCDecaux, vous mettez en œuvre cette intelligence collective. Il y a des process. Alors, on s'est posé la question avec Jean et puis d'autres personnes chez JCDecaux de comment on pouvait finalement changer la perception, l'image que JCDecaux envoyait sur le marché, la relation qu'on avait avec nos clients, que ce soit nos clients annonceurs, mais aussi les agences médias, les agences de pub qui sont notre écosystème.
comment on pouvait travailler différemment avec eux et comment on pouvait co-construire un certain nombre de projets qui, on le sait aujourd'hui, sont les clés de l'adhésion à un projet, de la fidélité à une marque, et puis de l'enthousiasme et une des clés du succès. Je cherchais un autre mot que je n'ai pas trouvé. C'est pas grave, je le passerai après. Je vais passer ça rapidement. On a mis en place ce qu'on appelle JCDecaux Explore. C'est un programme d'innovation qu'on initie avec nos clients. Je vais vous expliquer un peu dans le détail comment ça se passe, mais en gros, sur une journée, on invite notre client annonceur, ça pourrait être EDF, ils ne sont jamais venus en l'occurrence, mais on a eu Microsoft, on a eu Deezer, on a eu la Fnac, on a eu IBM, on a eu Samsung, voilà, on a eu un paquet de projets. Je vous montrerai le résultat tout à la fin d'un projet qu'on a initié en Explore Day. Donc on invite cet annonceur, on lui demande de venir avec un casting qu'il aura opéré, des meilleurs experts chez lui, du marketing, de l'offre, de l'innovation, d'inviter son agence de pub, d'inviter son agence média, et puis chez nous, chez JCDecaux, on invite des gens de la R&D, que les équipes commerciales chez nous ne voient jamais, des gens du marketing, des gens de l'innovation, des gens de la création, et puis sur une journée dirigée, qui est un atelier, où je vais entrer dans le détail après, tout au long de la journée, on itère pour raffiner un certain nombre d'idées qui ont été émises en atelier. Juste pour que vous ayez une idée de la dynamique de cette journée, que vous voyez comment ça se passe, il y a un temps d'immersion le matin, c'est-à-dire qu'à un moment, Samsung nous parle un peu de ses innovations produits, JCDecaux parle de ses innovations produits, on s'aligne un petit peu sur un vocabulaire commun et puis des objectifs communs. Ensuite, il y a des ateliers qui sont dirigés, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse d'un brainstorm sauvage qu'on organise dans toutes les boîtes du monde. C'est-à-dire que, ouais, ok, on va se voir pour parler de tel sujet, sauf que c'est pas dirigé, il n'y a personne qui orchestre la réunion, souvent c'est pas préparé, et au final on sort, il n'y a pas de next step, il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas d'objectifs communs qui ont été fixés. Là, c'est très dirigé, il y a ce qu'on appelle un facilitateur, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais il y a un facilitateur, donc c'est un chef d'orchestre, qui n'est pas là pour participer au débat. Lui, il est juste là pour faire le timekeeper, pour donner des consignes, pour faire avancer le groupe dans le bon sens, le faire travailler sur un certain nombre de livrables et faire qu'à la fin de la journée, on ait abouti sur un certain nombre d'idées. Je dis que l'aventure ne fait que commencer à la fin de la journée, parce qu'évidemment, on n'a pas un projet, on n'a pas réinventé le média de demain, ou on n'a pas fait une nouvelle navette spatiale, mais en tout cas, on a des sujets très clairement identifiés, qui sont des vrais sujets d'innovation communs avec nous, avec JCDecaux, sur lesquels on peut ensuite travailler en mode projet. Vous voyez que tous les témoignages font que finalement, ça change la place de l'innovation sur la marque et JCDecaux, ça change la relation qu'ils ont avec nous et ça leur permet de redécouvrir finalement notre média. Le déroulé d'une journée, vous le voyez, il est très timé. On est sur des temps très très courts. On a des temps de 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, parfois plus courts. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient très très dirigées, où effectivement, à la fin de chaque session et de chaque temps de travail qui est assez court, qu'on appelle des sprints, on ait un livrable qui permet de passer à l'étape d'après. On ne finit pas une partie d'atelier sans avoir un objectif qui a été finalisé, qui nous permet de passer ensuite à l'étape d'après. Ensuite, on a, si vous voulez, la journée se découpe en deux grandes parties. Le matin, on va rechercher un certain nombre d'idées, donc le plus d'idées possible, que petit à petit, on va raffiner, c'est-à-dire qu'on va faire une sélection. Et encore une fois, on fait appel à l'intelligence collective et à l'intelligence du groupe pour identifier les pistes qui sont les plus pertinentes, avec par exemple, à un moment, vous avez un groupe qui formule une idée, voilà, nous on a envie de faire tel truc. Les trois autres groupes qui sont dans la salle doivent poser une question qui permet au premier groupe de se challenger et faire une proposition d'amélioration par rapport à la piste qu'ils ont eue. Tout ça fait qu'il y a de l'enrichissement tout au long de la journée et qui fait qu'à la fin de la journée, on a une espèce de pitch final qui pose l'idée. Dans les faits, comment ça se passe? C'est un grand bazar dans une grande salle. Vous voyez, là, on a le résultat d'un premier atelier où tous les post-it que vous voyez, c'est les idées qui ont été soumises, enfin, qui sont sorties collectivement, enfin, individuellement, pardon, de chacun des participants. Et on leur demande de venir les coller comme ça sur ce grand panneau. Et puis ensuite, on leur demande de les trier. Et donc, en fait, là, les tris que vous voyez, c'est déjà des grands groupes d'idées qui ont été rassemblés. Donc, ça veut dire que sur ce groupe-là, sur la notion de simplicité, vous voyez, il y a beaucoup de post-it. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe
qui convergent autour du même sujet, ça veut dire que c'est un sujet important pour le client. Sur le sujet du milieu où il y en a 5, bah, ça veut dire que voilà, assez rapidement, on va pouvoir se dire ok, c'est un sujet important, mais il est moins prioritaire finalement que celui-là ou que celui qui est tout début. Donc très rapidement, ça, on a mis 30 minutes pour faire ça. En 30 minutes, on a identifié pour le groupe quels étaient les sujets importants. Ensuite, quand on a identifié les sujets, on split les gens en petits groupes et chacun va se focuser sur un sujet qui a été identifié. Et donc là, pareil, on refait une session qu'on appelle d'idéation, où chacun va sortir des idées. Alors, vous voyez, c'est des débats en général animés, qui peuvent être sur post-it, qui peuvent être juste du texte, qui peuvent être des images qu'on vient coller. Il y a plein d'ateliers et plein de manières de faire évoluer ça. Le temps du déj, c'est aussi un temps d'idéation, parce qu'en fait, c'est une journée assez intense, à la fois intellectuellement et physiquement. Si au moment du déj, vous arrêtez pendant 1 heure, vous avez toute la pression qui retombe, l'attention qui retombe, et donc il faut garder cette attention. Et donc on a des ateliers de créativité. Donc là, c'est un atelier, c'est un test autour de la NASA, où c'est un peu l'histoire que je racontais tout à l'heure, vous devez sauver ces pauvres gars qui sont perdus dans la capsule, sauf que là, ils se sont crashés sur la Lune. Vous devez rassembler un certain nombre d'objets et de manière cohérente, les utiliser pour les sauver. Voilà, il y a plein d'autres ateliers de ce genre. Ensuite, on retourne en session de travail en petits groupes. Et puis, à la fin, on a un pitch, ce qu'on appelle le pitch final. Donc, il y a plein de manières. C'est-à-dire que là, on a une idée qui tient la route. On a identifié quelle était notre cible, à qui on voulait faire vivre cette expérience, mais quelle était notre cible prioritaire. Donc, on rédige un petit peu une histoire en imaginant quel est notre personnage principal, quelle expérience on veut lui faire vivre. Et puis, on pitch ça en groupe, donc vous voyez que c'est assez studieux. Et puis, au final, on vote pour les idées qui sont les plus importantes. Le pitch final, il peut prendre plusieurs... c'est par là qu'il faut que je vise. Plusieurs formes. Nous, on a ce format-là, vous voyez, c'est-à-dire que à la fin de la journée, le risque, c'est qu'on ait plein de post-it et puis qu'au final, il n'y ait pas un projet qui a été formalisé. Donc nous, on a cette grille de lecture-là qui fait qu'à un moment, on va redonner la problématique qui a émergé dans l'atelier du matin. On va donner la solution. Je suis ici. Donc là, c'est quelle solution je mets en œuvre pour répondre à la problématique qui a été évoquée, comment ça va marcher, en quoi ça contribue à changer ma marque, à la perception que j'en ai, etc. Le nom du concept, et puis éventuellement un petit croquis qui va permettre de commencer à visualiser le projet. Un autre mode de rendu, c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique. Il n'y a pas besoin de dessiner en fait, hein, pour faire ça, ça fait peur parce que c'est assez esthétique en général, mais il n'y a pas besoin de dessiner. C'est un professionnel qui dessine, hein, en général. C'est un professionnel, mais en fait, n'importe qui peut le faire. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait quelqu'un à un moment qui soit là dans une écoute attentive et qui note les éléments essentiels et qui fasse les liens qu'il y a entre les différentes idées pour nourrir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, nous, un petit peu comment ça fonctionne, nos Explore Day, et on en a de nombreux à venir. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui ont déjà participé à ce genre d'atelier, ce genre de journée? Ça peut être juste des petits exercices de World Café, comme on a vu, de co-création, d'intelligence collective. Ouais. Vous avez vu des bénéfices? Ouais. Madame dit qu'il y a des projets qui sont en train d'être travaillés et qui vont sortir prochainement. Merci. Les outils, parce que évidemment là je vous ai dressé un portrait rapide et les grandes lignes de ce qu'est un peu l'intelligence collective. Ce qu'il faut en gros, c'est maîtriser un peu les outils qu'il faut mettre en œuvre pour travailler. Il y en a plein. Un outil relativement simple mais qui peut être utilisé dans n'importe quelle réunion de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne devrait pas y avoir une réunion de travail qui se passe dans une entreprise sans une prise de notes en mind map. Le prise de notes en mind map, c'est-à-dire que vous mettez le sujet principal de votre réunion au milieu, et puis au fur et à mesure que les gens s'expriment, vous notez les idées, les groupes d'idées, etc. Et ce qui fait que vous sortez de votre réunion, vous avez une espèce de photographie des échanges qui ont eu lieu. Et puis, encore une fois, ça va faire des regroupements d'idées qui vont être les sujets clés qui ont été à travailler. Une autre méthode qui est le design thinking. Ça aussi, c'est un buzzword, hein, on en parle beaucoup. Donc ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Tout le monde fait du design thinking, beaucoup de workshops, etc. Le design thinking, c'est exactement la journée que je vous ai déroulée juste avant. C'est-à-dire que le matin, le début de matinée, en gros, on se comprend, on s'aligne sur nos objectifs communs,
Ensuite, on a une série d'idées, de réflexions, on explore le sujet. Ensuite, on prototype. Alors, prototyper, il faut démystifier un peu le mot, parce que prototyper, ça ne veut pas dire qu'on va faire appel à de l'ingénierie, à des imprimantes 3D. Hein. C'est on prend des bouts de carton, on prend des papiers, etc. et on prototype. La SNCF, par exemple, utilise beaucoup le prototypage, ou la RATP, quand ils veulent revoir leur guichet d'accueil dans les gares. Ils ne font pas appel à un designer compliqué. Hein. Ils font ce genre d'atelier. Ils y vont avec des cartons, ils mettent en place les cartons pour symboliser les espaces, les guichets, etc. Et puis, ils prennent des clients bêta-testeurs, entre guillemets, et puis ils voient comment ça fonctionne. Est-ce que les flux de circulation sont bons? Est-ce que l'interaction que je vais avoir avec le guichetier est bon, ou avec la machine qui se substitue au guichet? Et puis, cette phase de prototype, qui est finalement la phase de test, soit elle est bonne, on déploie, soit elle n'est pas bonne, et on repart à la phase d'idéation juste avant, en se disant « Ok, qu'est-ce que j'ai observé sur le terrain? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Qu'est-ce que je dois améliorer ?» Et puis, hop, je repasse à une phase de prototype, une phase de test, etc., jusqu'à ce que le produit soit bon. Les outils de visionning, c'est un outil qu'on a expérimenté il n'y a pas longtemps avec Jean, mais sur lequel je vais revenir, qui permet finalement de tester la force d'une idée en se projetant dans le temps. Et puis, des outils, il y en a plein d'autres. Il y a le World Café, le forum ouvert, des ateliers de prospective, gestion de crise, prise de décision, ateliers de créativité. Enfin voilà, je ne vous les fais pas tous. Tout ça, vous voyez, ça revient à un moment des notions de coaching, de team building. Il y a autant d'exercices que de coach, presque. Exactement. Il y a autant d'exercices que de coach. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée type que nous, on fait avec nos clients, elle n'est jamais la même d'une fois sur l'autre. À chaque fois, en fonction du client et de la problématique de la journée et des participants à la journée, on va designer, on dit, c'est le terme qu'on utilise, on va designer une journée spécifique. L'exercice auquel on s'est livré il n'y a pas longtemps chez JC2Co, mais que je voulais vous proposer, parce que comme ça vous pouvez le prendre en photo et le tester si vous avez envie avec vos équipes, c'est un exercice de brand hacking que je trouve vraiment intéressant. Si vous vous posez des questions sur l'avenir de votre boîte, comment vous avez envie de la faire évoluer, quels sont les sujets majeurs, stratégiques que vous avez envie de développer, vous mettez dans un petit groupe. L'animateur, ça n'a pas besoin d'être un expert, hein. C'est juste celui qui va être là pour faire la prise de notes, entre guillemets. Et puis, vous vous posez la question suivante. Nous, c'est la question qu'on s'était posée. Donc voilà, vous êtes racheté par votre plus gros concurrent, direct, indirect, un peu celui en tout cas qui vous interpelle, qui est aussi le leader de son marché potentiellement. Et puis, vous vous posez ces 3 questions. Donc c'est sur des temps très courts, hein, 10 minutes par question. Voilà, qu'est-ce qui va changer immédiatement au sein de votre entreprise? Le fait d'être racheté comme ça par un acteur concurrent. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Comment il va transformer votre produit ou votre offre? Et puis, qu'est-ce que vous serez dans 5 ans? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le « qu'est-ce que vous serez dans 5 ans? Que serez-vous dans 5 ans ?» Ben, finalement, il y a des éléments de réponse dans potentiellement ce que vous pouvez changer tout de suite ou ce que vous allez devoir changer rapidement pour évoluer et pour tendre vers une version augmentée de votre entreprise. Voilà, donc cet exercice, il est tout simple. Il ne demande pas de compétences particulières, juste de se dire « Ok, voilà, je réponds à ces 3 questions-là ». Et si vous êtes déjà leader sur votre marché, bah c'est bien de prendre un concurrent quand même et de faire l'exercice. Je mets dans la peau de, je sais pas, Clear Channel, enfin une petite boîte quoi. Comment ils font si ils sont rachetés par un gros voilà. Mais ça marche aussi et ça peut en tout cas délier les langues et les esprits sur cet exercice de co-créativité, d'intelligence collective. Voilà. Et super simple, c'est-à-dire que là c'est pas compliqué. Parlons des bénéfices maintenant. Volontairement, j'ai voulu rentrer par ça, la fin du top-down. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de boîtes qui sont gérées encore comme ça, avec finalement des jeunes collaborateurs qui rentrent, à qui ce genre de message ne parle plus. Parce que, ok, ils ont besoin de la vision, mais ensuite ils ont besoin d'être dans la création, la co-construction, l'engagement. Et finalement, l'intelligence collective, petit à petit, elle gomme un petit peu ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que les organisations pyramidales, c'est fermé et que c'est fini, etc. Hein. Mais ça veut dire que même dans ces organisations pyramidales, aujourd'hui, on sait amener ces couches d'intelligence collective qui fait qu'on redonne du sens à l'action et qu'on attire des nouveaux collaborateurs. La fin des réunions vraiment pénibles. Quand je disais tout à l'heure le facilitateur graphique ou la prise de notes en mind map, on devrait tous s'imposer, et c'était une proposition que je voulais faire à Jean, de se dire, nos comités de direction, essayons de faire cet exercice-là.
en fait, ça capte l'attention des gens, ça les maintient sur le sujet, ça évite les dérives, et du coup, on a des réunions plus efficaces. Et surtout, on évite à la fin le compte-rendu de réunion qui n'existe pas la plupart du temps, et au moins, on a une trace de cette réunion. C'est un exercice tout simple. Voilà. Il y a une personne, ça peut être une personne tournante, hein, vous êtes 10 en codir ou 5 en codir, bah, une semaine sur l'autre, on tourne, et il y en a un qui fait ce reporting et qui donne cette vision de ce qui est en train de se passer dans ce comité de direction, ce comité commerce, etc. Je viens sur des choses positives maintenant. L'intelligence collective vers l'innovation collaborative, effectivement, parce qu'on l'a vu chez JC2Co, ça gomme les silos. JC2Co Explore, nous, ça a permis de mettre en contact des équipes qui ne se parlaient jamais. Les équipes de la R&D parlaient jamais aux équipes commerciales chez nous, alors qu'ils inventent les produits que les commerciaux sont censés vendre demain. De prendre des décisions sur un certain nombre de sujets, d'ouvrir la parole, de permettre à plein de collaborateurs de l'entreprise de s'exprimer sur des sujets sur lesquels avant on ne leur demandait pas leur avis. Et puis ensuite de décider de s'engager sur des projets ou pas. Ça libère la créativité, parce qu'effectivement, à un moment, il y a des créatifs dans plein d'entreprises, mais là, on ne parle pas de la créativité au sens création d'un visuel, on parle vraiment d'être créatif dans son quotidien et dans les propositions qu'on va pouvoir formuler au jour le jour. Donc, on libère de la créativité, on est force de proposition, et donc on se sent concerné par un sujet, et donc on a envie de s'engager plus longuement. On construit une vision partagée, évidemment. On sait qu'à un moment d'engager les gens, ça va fidéliser et puis potentiellement attirer de nouveaux collaborateurs qui sont de plus en plus aguerris à ces techniques. Moi, je suis surpris de voir que chez JC2Co, il y a des nouveaux collaborateurs qui rentrent chaque semaine, qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai déjà fait du design thinking, j'ai déjà fait des ateliers de créativité, etc. » Ce qui est positif là aussi, on voit bien hein, la métamorphose du management que vous verrez au congrès l'année prochaine. Vous nous en décrivez là tous les bénéfices et je pense que vous en reparlerez à Nantes dans les conférences, mais c'est aussi important pour attirer les jeunes, les fameux millennials, les digital natives. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin aujourd'hui de cette... L'entreprise en tant que telle ne les attire pas forcément tant que ça. Il faut qu'on amène une autre promesse et cette autre promesse, c'est d'être en mode participatif et collaboratif. Et je pense que cette couche d'intelligence collective, elle participe à ça. On change la marque employeur. On change la marque employeur, effectivement, et ces logiques d'intrapreneuriat dont on parle beaucoup prennent du sens parce qu'à un moment, on peut s'engager effectivement dans une démarche de développement d'entreprise, mais à l'intérieur de cette démarche collective, il y a des espèces de micro-projets qui font qu'on est peut-être un peu plus intéressé par ce micro-projet-là parce qu'il nous parle plus que sur la vision globale. Voilà. Donc ça permet de diffuser finalement les engagements. Et puis cette slide-là résonne avec ce que nous disait Guy Savoie hier soir dans la pièce de théâtre Cœur de Vie. Hein. Il parlait de ses fournisseurs, il dit que ce sont des partenaires. Les convives, mes clients sont des convives. Voilà, donc on abat ces silos aussi quelque part pour dire nous ne sommes pas des ennemis, mais voilà, on veut tous progresser ensemble. C'est exactement ça, ça rejoint avec la discussion qu'il y avait juste avant avec les 4 personnes sur scène, où effectivement on est là pour construire ensemble des solutions. Et donc ça participe à ça. Quand le client il a construit avec vous sa solution, il n'a pas envie d'aller la faire avec le concurrent et il a vraiment envie d'aller au bout du projet. Donc ça génère de l'engagement vis-à-vis de nos clients. Et du coup, ça fait une transition parfaite, je crois, avec le slide après, qui était effectivement, ça maintient la compétitivité de l'entreprise, puisque du coup, on va développer des nouveaux projets, on va faire naître de nouveaux projets qu'on n'avait pas identifiés, et par ce biais, on va potentiellement, je l'espère, développer le chiffre d'affaires. Pour sortir sur ce sujet bénéfice, je voulais vous montrer ce qu'on a fait avec Deezer, qu'on a reçu au mois d'octobre 2016, et on a déployé le projet en juillet ou août 2017. Donc vous voyez le temps que ça a fallu pour que ça se déploie. On est parti, leur objectif c'était de recruter évidemment des nouveaux utilisateurs et puis de convertir les abonnés gratuits en abonnés payants. Et donc on a imaginé cette opération en aéroport. Vous savez qu'en aéroport on peut assez finement identifier quelles sont les audiences, qui ils sont, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils consomment, etc. Et donc en fonction des terminaux dans lesquels on était, il y avait possibilité de télécharger une playlist
qui correspondait au mood musical du pays dans lequel vous alliez. Donc si vous alliez au Brésil, vous pouviez télécharger de manière extrêmement rapide, grâce à une solution de Wi-Fi j'ai oublié le mot, mais en tout cas un mode de téléchargement extrêmement rapide, vous pouviez télécharger la playlist qui correspondait à vos besoins. Le voyage commence dans l'avion. Exactement. Le voyage commence même à l'aéroport, avant même d'être monté dans l'avion. Qui est sur Deezer dans la salle? Vous avez téléchargé l'appli? Oui, quelques-uns. Spotify peut-être, les autres? Voilà. Donc bon, vous êtes au courant maintenant de... Donc voilà ce genre d'opération qui permet encore une fois de créer de l'engagement vis-à-vis des consommateurs finaux. Et puis un des grands modes de pensée et parti pris de l'intelligence collective, c'est faire plutôt que dire ce qu'on va faire. J'avoue que moi j'ai fait ce chemin pendant les 1 an et demi de formation et les expériences que j'ai eues sur ces sujets-là, c'est qu'effectivement on peut parfois passer beaucoup de temps à élaborer des plans. Et puis une fois que le plan, on considère qu'il est parfait, on va le déployer. Sauf qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que des fois, le plan, il ne correspond plus à la situation du moment. Et donc là, on est sur l'intelligence collective, le design thinking et tous ces modes de projet. Effectivement, on a des projets qui ne sont pas forcément aboutis, mais qu'on déploie très très vite. Et puis on les teste, et puis on les fait évoluer, et puis on retravaille dessus, et puis parfois, on peut même se tromper. Et puis on se dit bon, ok, ça marche pas, on va abandonner ce projet. Donc ça réhabilite la prise de risque, puisque finalement on a le droit de se tromper. Les entreprises, de mon point de vue, laissent pas suffisamment la place au risque. Voilà, on apprend de ses échecs. On a parlé hier soir aussi de ça. J'aurais pu être là finalement. Et effectivement, ça libère les énergies et ça donne envie de s'essayer à ces sujets. Pour conclure, je voulais vous passer cette petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. Elle ne va pas marcher. Donc ce sont les mignons. Ce sont les mignons. Ils ont une ampoule. Elle illustrait parfaitement le droit à l'échec. Voilà, on clique sur play et on va le voir. Je vous laisse deviner la fin. Voilà un exemple d'intelligence collective qui n'a pas marché. Ils avaient un problème, ils se sont bien coordonnés pour le solutionner, et pour autant ça a foiré. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas, parce qu'ils ont mis plein de bonne volonté pour y arriver, et ils ont essayé. Ça marche pas à tous les coups. Merci. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut essayer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Damien dans la salle? Damien Melik, le directeur de la création des contenus de JC2Co, sur ces questions d'intelligence collective. N'hésitez pas. Hein. Bon. Richard, on va passer avec les... Oui, je voulais dire, ces solutions sont très bien, superbes, mais quand on a 5 collaborateurs, comment on fait? Oui, 5 collaborateurs. Quand on a 5 collaborateurs, c'est pareil. C'est plus rapide, c'est tout. C'est-à-dire qu'on est plus rapide dans le process de décision, dans la mise en place de ce genre de pratique. Et puis, pour le coup, je crois que c'est encore plus simple, en fait. Parce que quand vous avez, comme nous, 5 directions générales qu'il faut faire communiquer, avec plein de strates décisionnaires, c'est compliqué. Là, à 5, vous pouvez tout à fait adopter ce mode de collaboration au quotidien. Ça marche aussi pour les ETI, pour les PME, pour les TPE, ouais. Pour les startups. Pour les startups, il y a des boîtes où ça fonctionne que sur ce genre de fonctionnement. On parle aussi d'élections sans candidat, pour ce genre, qui participent à la prise de décision. Voilà, il y a plein d'outils assez simples à déployer. Il y a plein de livres assez bien faits sur le sujet. Ce que j'allais dire, il y a toute une littérature accessible, et puis les outils sont gratuits sur le web. Donc, il faut faire du test and learn, il faut essayer. Et puis après, si vous voulez vous faire accompagner, il y a plein de consultants qui sont experts sur le sujet. Je crois qu'on a un consultant qui... En fait, bon, vous parlez comme ça? On vous entend. En fait, vous disiez qu'il y a des gens de différents services qui viennent. Est-ce que c'est sur la base du volontariat ou est-ce qu'on leur dit il faut y aller?
C'est sur la base du volontariat. C'est quand même pas mal d'y participer, si on va être bien vu. Non, même pas, François. Chez nous, si vous voulez, il y a eu un moment quand même. Tout à l'heure, je te disais, c'est la fin du top-down. Malgré tout, ce qu'il y a de bon dans le top-down, c'est qu'à un moment, on a un président qui a dit JCDecaux Explore, c'est un sujet important pour l'entreprise, donc vous consacrez du temps à ce projet. C'est tout. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'équipe qui organise ces Explore Day, elle fait un casting. C'est-à-dire que nous, on se dit, tiens, demain, on a Samsung. Donc, on a des ingénieurs qui sont des experts du mobile. On a des gens du marketing qui sont des experts du mobile. On a toute une série de gens comme ça où le casting nous paraît adéquat. On les appelle, on leur dit, ouais, on a pensé que ce serait bien que tu viennes travailler avec nous cette journée-là sur l'Explore Day. Est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu veux venir ou pas? Voilà. Et les gens nous disent oui ou non. Tous les gens nous disent oui en général. Hein. Ils veulent tous venir parce que finalement, quand on demande qui l'a fait dans la salle, il y a 3 personnes qui lèvent la main, donc c'est encore pas une généralité. Même si je dis qu'il y a plein de jeunes qui arrivent, qui ont déjà fait ce genre d'atelier, c'est pas une généralité non plus. Donc d'un coup, c'est une espèce d'ouverture d'esprit, de bouffée d'oxygène, qui fait que les gens viennent participer. Ils amènent ce qu'ils sont, ils amènent ce qu'ils savent, et puis ils contribuent au projet. Donc il n'y a pas d'obligation, et nous on fait un casting, et on soumet ce casting. Si vous n'êtes pas dans le casting, vous pouvez tout à fait faire savoir que vous adoreriez y participer. Et puis, quand il y a le client d'après qui arrive, on pense à cette personne en disant tiens, en plus, elle nous avait dit qu'elle voulait participer, on l'invite, quoi. J'avais fait un bilan, je me souviens plus, mais je crois que sur les 9 Explore Day qu'on a fait l'année dernière, on a invité plus d'une 50aine de collaborateurs différents dans l'entreprise. Il y a un petit noyau dur de 5 personnes qui sont présents à chaque, parce que c'est à la fois les organisateurs, les facilitateurs, et puis ceux qui amènent un peu de fluidité dans les échanges. Mais autour de ces 5, après, à chaque fois, c'est des collaborateurs différents, très souvent. Alors, est-ce qu'il y a une ultime question avant une petite surprise? Vous voulez voir la surprise? Merci en tout cas, merci de votre écoute. La surprise, Damien Melik, c'est que vous collaborez aussi avec les DCF. Et donc, on va voir apparaître... Alors, on collabore avec les DCF, effectivement. Je suis ravi de voir que le film que vous avez passé tout à l'heure, il est postérieur à l'affiche que nous avions fait. Et donc, elle a inspiré une équipe de motion designers qui a brillamment mis en image le concept qu'on voulait proposer. Donc, la surprise, c'est ce qu'on va voir, c'est l'affiche du congrès 2018 que vous avez réalisé. Donc, vous la voyez mise en situation, pas très loin de l'opéra, et puis ensuite en déployé. Le message, vous l'avez compris, hein, il a été... Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent chez JCDecaux de la force d'une affiche, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette affiche, on l'a donnée telle quelle aux motion designers. J'ai pas eu l'occasion de leur parler et ils ont traduit exactement le message qu'on voulait faire passer. Donc on peut se dire que c'est une bonne affiche puisque c'est nous qui l'avons fait en plus. On est super contents. Au-delà de ça, les messages qu'on voulait passer, c'était de se dire qu'il fallait à un moment qu'on arrive à faire passer ces messages de l'entraide, de la collaboration, de faire grandir les gens, de s'accompagner, que ça passait par des obstacles à franchir, que ça passait par des enseignements et des nouveaux comportements à acquérir, qu'il y avait un certain nombre de mots-clés qui allaient rentrer dans leur vocabulaire, les notions d'intrapreneur, de work happiness, de coworking. Donc c'était à la fois ces obstacles, à la fois ces nouvelles connaissances. On voulait sortir du classique visuel Getty ou Shutterstock libre de droit qui fait qu'un commercial ressemble à un autre commercial et qu'on trouvait avoir quelque chose d'assez fort en sortant de ce mode d'image et en allant vers quelque chose qui était plus illustré, qui nous permettait de reposer à nouveau une nouvelle fois fortement les codes DCF en amenant à travers cette couleur vive en arrière-plan le dynamisme que vous incarnez dans chacune de vos conventions et de vos congrès. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous proposer cette année pour porter votre mouvement. Bravo, bravo Damien Melik. Merci.